Oui, ça, monsieur le Pilfre aussi me l'a dit, mais on enregistrer. Oui, j'enregistrerai aussi. Merci. Donc, la première chose, c'est vous avez déjà eu un cours de proba en première année. Et qu'est-ce qui va se passer? On va juste généraliser ce que vous avez fait l'année dernière, mais pour généraliser ce que vous avez fait l'année dernière, il faut que vous ayez compris ce que vous avez fait l'année dernière et qu'on comprenne ce qui va changer et ce qui va poser des problèmes, entre guillemets. Donc l'année dernière, quand vous avez créé votre espace de probabilité, vous avez créé un objet qui est un triplet, qu'on note en général oméga AP. Dans ce triplet oméga, c'est ce que vous appelez, vous, c'est un mot particulier de probabilité, c'est ce qu'on appelle l'univers oméga. L'univers, c'est l'ensemble des réalisations qui sont possibles. Et vous, ce que vous avez fait l'année dernière, vous êtes juste limité aux univers finis. Ça veut dire quoi? On va prendre un exemple très simple pour vous expliquer les choses, et de toute façon, faire plus compliqué, ça devient très vite compliqué, on a du mal à voir ça. Si on lance un dé à 6 faces, un dé classique, votre oméga, c'est l'ensemble des entiers de 1 à 6. Donc l'univers, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des issues possibles, c'est ce qui peut se réaliser. Alors nous, ce qui va changer à partir même si on l'a déjà fait, mais officiellement, c'est qu'on veut passer sur des univers infinis. Alors infinis, mais on va quand même se limiter, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir lister les possibilités dans l'univers. Donc c'est ce qu'on va appeler, vous l'avez vu l'année dernière, normalement ce qu'on sait, on va se limiter aux infinis, un ensemble infini dénombrable. Alors ça c'est la première définition que vous avez dans votre cours, mais normalement vous l'avez vu l'année dernière quand vous avez fait les familles sommables. Un ensemble est dénombrable s'il peut être mis en bijection avec grand N. Et donc du coup, s'il peut être mis en bijection avec grand N, on peut numéroter entre guillemets les éléments de l'ensemble, vu qu'on peut aller de 0 jusqu'à plus l'infini, mais en l'appelant l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, etc. Donc nous, on va passer sur un univers infini dénombrable. Donc par exemple, si je veux faire un deuxième ensemble et vous parler de ça, donc ça c'est mon lancer de dés. Ce que vous pouvez faire, et c'est l'exemple le plus concret pour voir quelque chose qui va changer, c'est lancer une pièce, équilibrée ou pas, on s'en fiche, à pile ou face, jusqu'à faire pile. C'est notre fameuse loi géométrique. On en a déjà parlé, mais là maintenant on va construire la théorie autour. Donc ce serait quoi oméga? Ce serait faire pile ou face, et en fait c'est une liste de pile ou face infinie, c'est une suite de pile ou face en fait. C'est ça notre espace des possibles, c'est une suite de pile ou face infinie. On voit déjà le premier problème se faire, c'est que ici, réaliser un événement, je parle d'un événement, mais réaliser une issue, c'est complètement faisable. Vous pouvez réaliser l'issue. Si je vous demande de me lancer une infinité de fois une pièce à pile ou face, vous en avez pour un sacré moment. Donc, on ne va pas pouvoir le réaliser, l'événement. Donc, ça montre déjà qu'il y a une complexité en plus qui va se produire. C'est-à-dire que là, il y a des choses infinies qui se produisent, et qui dit infini dit non, on ne va pas pouvoir la réaliser physiquement, l'expérience, entre guillemets. Donc c'est ça qui va changer des choses. Donc, je reviens juste sur ça au cas où vous ne l'avez pas. Donc, je l'ai dit, dénombrable, c'est un ensemble qui peut être mis en bijection avec n. Il y a globalement deux ensembles où il faut comprendre au moins, j'ai envie de dire, le pourquoi c'est en bijection avec n et quel est le concept qui va avec. Le premier ensemble, c'est z. Alors, pourquoi z? Ça paraît bizarre parce que n est clairement strictement inclus dans z. Pourquoi est-ce que z peut être mis en bijection avec n? C'est assez facile, en fait. C'est juste, je pars de n, je veux aller dans z, et je vais créer une fonction qui fait ça. À 0, j'associe 0. À 1, j'associe moins 1. À 2, j'associe 1. À 3, j'associe moins 2. À 4, j'associe 2. À 5, j'associe moins 3. À 6, j'associe 3. En faisant ça, en allant jusqu'à plus l'infini de ce côté-là, je vais bien parcourir tous les nombres allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de l'autre côté. Donc cette application va être bijective et me montre que je peux mettre z en bijection avec grand N. C'est le premier concept. Le deuxième concept de dénombrabilité qu'il faut avoir, c'est que n carré peut être mis en bijection avec grand N. Et l'idée, c'est quoi? C'est quoi n carré? C'est que c'est un tableau à double entrée. On peut le voir comme ça. C'est la version la plus simple de l'explication.
Donc un couple d'éléments de n carré, c'est un couple de ce tableau infini, vous êtes d'accord? Et vous voulez compter les éléments de ce tableau et dire il y en a autant que dans grand n. Bah, comment vous comptez? Vous comptez comme ça. C'est-à-dire que vous dites à 0, je vais associer le point 0, 0, à 1, je vais associer le point 1, 0, à 2, je vais associer le point 0, 1, à 3, je vais associer 4, 5, 6, 7, 8, 9, et en faisant ça, je vais aller parcourir tout mon tableau en entier. Ah, c'est ce qui vous est mis avec ces exemples-là dans le poly. Hein. Je vous ai donné l'expression de ces fonctions que je viens de vous créer. C'est-à-dire que c'est l'expression analytique des fonctions que je vous ai créées. Mais donc, n carré et z peuvent être mis en bijection avec n. Et dès que vous avez ça, j'exagère, hein, mais vraiment, vous avez tout ce que vous voulez. Pourquoi vous avez tout ce que vous voulez? Par exemple, est-ce que Q peut être mis en bijection avec N? Bah, c'est assez facile. L'ensemble Q, c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire P sur Q avec P dans Z et Q dans N étoile. Du coup, Q entre guillemets, je peux clairement le mettre en bijection. Je vais faire une vague pour dire je peux le mettre en bijection avec l'ensemble Z croix N étoile. C'est-à-dire que c'est me donner un entier naturel et un entier relatif pour faire ça. Sauf que Z, je peux le mettre en bijection avec N. Donc ça, c'est comme si j'étais dans N croix. Alors N étoile, c'est N décalé d'un cran. Je peux le mettre en bijection avec N, suite je considère la suite qui a N associé N-1. Je pars de N étoile, j'arrive dans N. Donc ça, c'est comme N croix N. Ah, mais N croix N, on m'a dit que c'était en bijection avec N. Donc ça, c'est aussi dans des nombres. Je peux aussi mettre en bijection avec N. Les vagues vont dire, je peux créer une application qui a ça associé à un unique, voilà, et qui est bijective. Mais donc, à partir de... Les deux idées qu'il faut avoir, c'est Z peut être mis en bijection avec N, N carré peut être mis en bijection avec N. Si vous avez ça, il y a très peu de questions de dénombrabilité, et c'est pas l'esprit du programme, et du coup, on va pas vous embêter beaucoup plus que ça. Ce qu'on peut savoir de plus, c'est que par exemple que n puissance p est en bijection avec n, quel que soit p entier. Bah oui, si n carré est en bijection, bah n puissance 5 c'est quoi? C'est n carré croix n. Chaque n carré, je le remplace par n, ça me fait du n cube. Le n cube, je le réécris n carré fois n, et on continue comme ça. Et en descendant, je veux bien obtenir n à la fin. Donc, les ensembles sont dénombrables, c'est juste des ensembles infinis, donc on peut compter les éléments. Un pile ou face, je peux compter les éléments même une infinité de fois. C'est-à-dire que c'est pas la même chose que R qui est une infinité continue. Bon, c'est juste ça. Tant qu'on parle que de l'univers, on n'a pas fait grand-chose et c'est pas ça qui cause des problèmes en probabilité. Ce qui est le vrai truc le plus important et qui cause des problèmes, même si vous l'avez complètement mis sous le tapis l'année dernière, c'est l'ensemble A. C'est quoi l'ensemble A? Axel. C'est les issues, non? Ah non, les issues, c'est ce qui peut arriver. C'est quoi l'ensemble A? Ah oui, c'est bon. Quand on fait dans l'aléatoire, c'est inclus dans A, non? Oui, alors il y a cette idée-là, mais du coup, c'est quoi A? Alors normalement, vous devez l'appeler comme ça, je pense, en première année. J'ai pas été vérifié, je devais le faire, j'ai oublié. C'est ce qu'on appelle la collection d'événements. Alors, je vais rajouter un mot, c'est un mot de maths avancé, mais mesurable. Alors, ce que je veux dire par là, c'est l'ensemble des événements que vous pouvez observer. Pourquoi vous avez mis ça sur le tapis? Bah, qu'est-ce que ça veut dire un événement que vous pouvez observer? Bah, par exemple, si votre dé fait des nombres entre 1 et 6, vous pouvez vous poser la question, quelle est la probabilité que mon résultat soit pair? Donc, quand vous voulez dire, ici en bleu, le dé est pair, donc le résultat du dé est pair, en fait, ce que vous regardez, c'est la partie de 4, 6. Et vous voulez mesurer l'ensemble, le poids de mon élément aidant en soit vos 2 ou 4 ou 6. Qui est exactement la même chose que de dire ça. J'ai fait 2 ou j'ai fait 4 ou j'ai fait 6. Alors, vous l'avez peut-être vu l'année dernière, ça, ce qu'on décompose comme ça, c'est dire qu'on a décomposé l'événement en atomes. Les atomes étant les issues, justement. C'est le nombre d'issues qui ont réalisé ça. Du coup, pourquoi vous avez mis ça sous le tapis? Bah, en fait, quand vous pouvez tout observer, c'est-à-dire quand tout est réalisable, il y a juste une seule chose. 100% du temps, quand tout est observable, en fini, on va dire qu'on va prendre pour A l'ensemble de toutes les parties de oméga. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de toutes les parties qu'on peut générer à partir des issues 1 à 6. Donc il y a l'ensemble vide, oui. Si vous essayez de voir si un dé est pair ou impair en même temps, bah, il n'y a pas de solution.
Mais il y a faire pair, et on a l'ensemble de 4, 6. Il y a être plus grand que 3, ça fait l'ensemble 4, 5, 6. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez créer n'importe quel événement. Être différent de 1, c'est l'ensemble de 3, 4, 5, 6. Enfin, vous pouvez mesurer tous ces événements-là. Alors, pour vous montrer que c'est pas juste on peut tout observer, je vais vous expliquer une expérience bête, mais ça vous permet de comprendre qu'on pourrait créer un espace où A n'est pas P de oméga. Alors l'exemple que je prends chaque année, mais parce qu'il faut un exemple compliqué pour vous commencer à voir ce qui se passe, mais je ne peux pas faire beaucoup plus simple que cet exemple compliqué, c'est on garde l'histoire du dé. Donc je vais lancer un dé. Sauf que je vais le lancer dans une pièce dans le noir. J'ai une caméra au-dessus de la pièce, je vois tout le sol de la pièce, et mon dé il est lancé dans le noir, sauf que mon dé il est fluorescent sur les faces paires. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez voir un truc bouger, puis à la fin on va voir soit du noir, ce qui veut dire que le dé a fait un résultat impair, mais vous ne savez pas si c'est 1, 3 ou 5, mais par contre, ou alors il a une face luminescente, et là vous savez si c'est 2 ou 4 ou 6. Donc par exemple, dans mon exemple que je viens de vous donner, dans cet exemple-là que je viens de vous donner, l'élément 1 n'est pas mesurable et n'est pas observable. C'est pas quelque chose que vous pouvez obtenir dans cette expérience aléatoire. Vous ne pouvez pas le rediviser. Même si les issues 1 est une des issues possibles de l'expérience, vous ne pouvez pas l'observer. Vous ne pouvez observer que, pour les impairs, vous ne pouvez observer que l'ensemble 1, 3, 5. Et après 2, et après 4, et après 6, et après tous les mélanges du coup. Est-ce que un truc a fait noir ou a fait un nombre, enfin en gros a fait un pair ou un nombre plus petit que 3, bah, ça fait ça et faire 2. Et ça vous savez le mesurer. Donc la collection d'événements pose un problème. On est d'accord sur ça, et c'est ce qui peut être mis de façon plus compliquée. Et vous vous rendez compte aussi avec mon expérience que vous avez envie de faire sur une collection d'événements. Vous pouvez mesurer 2, vous pouvez mesurer 1, 3, 5. Vous avez envie de mesurer j'ai fait 2 ou j'ai fait un pair. Donc vous avez envie de faire des ou. Et vous pouvez vouloir mesurer, c'est très bête, j'ai fait pair et j'ai fait un pair. Ça n'a pas de sens, mais vous avez potentiellement envie de faire ce genre d'opération. Donc cette collection d'événements, vous avez envie de faire des unions et des intersections avec. Voilà, c'est quelque chose qui va être important là-dedans et qu'il faut comprendre. Donc on fait ça en fini. Pourquoi ça pose un énorme problème en infini? Bah, la première chose, c'est quoi ça quand oméga c'est un ensemble infini? Bah déjà vous pouvez pas le lister de façon, c'est pas fini, parce que ici dans ce cas-là, on avait que le cardinal de P de oméga c'était 2 puissance n, si n c'était le cardinal de oméga c'était un nombre fini, mais vous ne pouvez pas me décrire cet objet-là. On peut pas le créer, on peut pas le construire simplement, ça marche pas. Donc on va pas pouvoir juste botter en touche comme on l'a fait jusque-là en se disant oh je vais prendre A égale P de oméga et j'ai gagné. Donc il va falloir construire proprement ce que c'est que cette collection d'événements, donc on a besoin d'une nouvelle notion qu'on va appeler une tribu. Alors c'est ça qu'il faut qu'on avance et qu'on voit. Alors je vous ai mis des propriétés d'ensemble des nombres, mais normalement vous en avez parlé en famille sommable. Donc ce qu'on va appeler une tribu, ou si vous allez voir des gros mots de livre de master, ce qu'on appelle une sigma algèbre. Ça n'a rien à voir avec les algèbres. C'est parce que, enfin, c'est ce qu'on appelle, ou alors si, mais avec la sigma additivité. La sigma additivité, c'est pour, alors c'est bizarre de l'appeler sigma avec un petit sigma, c'est pour les unions. Alors, quand oméga est un ensemble A qui est un ensemble de parties de oméga est une tribu, ou une sigma algèbre, si et seulement si c'est une partie non vide, un peu comme ce que vous faites pour vos espaces vectoriels, en gros, il faut que ce soit non vide à chaque fois. Donc ici on va vérifier que l'ensemble vide est dans A. Il faut que ce soit stable par passage au complémentaire. Oui, si j'ai envie de mesurer, j'ai fait un nombre impair, j'ai envie de savoir ce que c'est que le complémentaire, je n'ai pas fait un nombre impair. Et que ce soit stable par union dénombrable. Alors union dénombrable, c'est si I est dénombrable et que AI est dedans, l'union des AI doit encore être dedans. Donc si on fait une union, on peut faire autant d'unions qu'on veut, du moment que on peut la lister, cette union, entre guillemets, qu'elle est dénombrable, il faut que ce soit encore un élément. L'union de tous mes événements soit encore un événement. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait que ce soit stable par intersection. Mais si c'est stable par union et par complémentaire, je vous rappelle, alors c'est... Enfin, vous voyez des et et des ou, mais c'est la même chose en maths, c'est ce que vous appelez le loi de Morgan en informatique.
le contraire de A et B, enfin non A et B, c'est non A ou non B. Donc dès qu'on sait faire des unions et des complémentaires, on sait aussi faire des intersections. Donc c'est la définition d'une tribu, on veut que ce soit non vide, stable par passage au complémentaire et stable par union des nombres. Alors, on doit connaître cette définition, c'est ce qui fait que c'est compliqué de créer des choses là-dessus. Je vais être clair avec vous, à part la définition, et je ne sais plus si je l'ai mis dans une pratique, dans une remarque ou dans une propriété derrière, on ne va pas trop vous embêter avec ça. Je vous parlerai plus tard, non, je n'ai pas été plus loin que ça. On ne va pas vous embêter plus avec ça. Je ferai peut-être un exo là-dessus, on vous embêtera un tout petit peu avec ça, c'est ce que tu m'as dit Axel en plus tout à l'heure, c'est que on va définir une variable aléatoire par rapport à son appartenance à A. Et ça, des sujets très très compliqués, on va chercher du XENS ou du min-pompe avant, et même un min-pompe, c'est la question qu'il faut passer pour faire autre chose, j'ai envie de dire, il y a des points à les prendre ailleurs, même à XENS. Je vois pas de questions qui vont porter sur aller chercher vérifier qu'une variable aléatoire est une variable aléatoire, c'est-à-dire qu'elle est mesurable dans l'attribut A. Mais sinon, pour nos expériences, on va dire il existe un espace oméga AP sur lequel on va pouvoir construire les choses et on ne va pas s'embêter plus que ça. Donc je vous ai fait les remarques sur l'intersection des nombrables, et oui, puisqu'on a aussi l'ensemble vide et le passage au complémentaire, on a aussi que oméga est dans A, c'est ce que j'ai mis là-haut. Oui. Mais si c'est pour PO, on peut pas dire que oméga ça n'a pas de sens. Non, c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est est-ce que vous êtes d'accord que c'est très compliqué de le construire? On peut dire que c'est N. Alors là, tu as déjà 2 puissance n éléments. 2 puissance grand n éléments. Enfin, et tu dois faire toutes les parties de ce truc-là. Alors, c'était pas le but du cours, mais c'est pour ça que c'est très compliqué et que je veux pas aller chercher de détails là. On peut le construire, hein, mais c'est très compliqué. Ça, c'est un infini. Alors, l'infini dénombrable, ce qu'on appelle l'infini dénombrable, c'est le plus petit infini qu'on peut créer en maths. Sa taille, c'est un nombre qu'on appelle LF0. Vous n'allez pas le savoir, mais l'ensemble des parties de grand N, qui est de cardinal, si j'applique votre formule de cours qui est un peu tordue en infini, ce serait 2 puissance cardinale de grand N qui est infini, donc 2 puissance l'infini, mais l'infini dénombrable. Ça, c'est la deuxième taille d'infini qui existe, qui s'appelle LF1. Et ça, on peut vérifier que LF1, ça peut être mis en bijection avec R. Oui, donc voir que ça, c'est en bijection avec R, c'est pas très très clair et c'est pas très très simple. Et du coup, on pourrait passer, mais j'exagère, mais si ensuite on se dit, ah bah tiens, ça fait quoi 2 puissance LF1? Enfin, bah, ça fait LF2. Et on a créé des ensembles qui sont de cardinal LF2, c'est des ensembles de fonctions. Et alors, je ne sais plus où on en était, mais je crois que quand j'ai arrêté de regarder ça avec intérêt, on savait trouver des éléments pour LF3 et LF4, et que là, il y avait des chercheurs qui demandaient si on pouvait créer un objet assez horrible pour qu'il soit de taille LF5, j'exagère, mais je ne sais plus si c'était LF4 ou LF5. On parle de choses qui sont dans le monde de la recherche, on ne parle pas de choses... voilà. Mais c'est juste pour vous dire, cet objet-là est horriblement compliqué, vous ne savez pas ce que ça veut dire, on va admettre que ça existe, A. Mais ce qu'on a besoin pour A, et je vous assure que c'est ça, on a juste besoin que ça mesure, on peut dire l'ensemble total ou l'ensemble vide, l'un ou l'autre c'est la même chose, le complémentaire et les unions. Si vous avez ça, ou alors je peux par analogie, hein, le complémentaire et les intersections. Parce que si j'ai le complémentaire et les intersections, j'ai les unions. Des nombres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va pouvoir faire des unions d'événements. Ok, et maintenant qu'on a ça, c'est quoi une proba? C'est le truc le plus simple, c'est ce qui ne va pas changer entre les deux. Alors, il y a quand même un petit truc qui va changer. Alors, j'ai quand même besoin de parler de choses, juste de vocabulaire. Donc, le couple oméga, c'est pas ce qu'on appelle un espace de probabilité, c'est ce qu'on appelle un espace probabilisable. Alors, c'est juste pour vous dire, c'est pas parce que je vous donne les issues et ce que vous pouvez observer que vous savez déjà ce qui se passe dans mon expérience. Si je reprends mon expérience avec mon dé fluorescent, là, je vous ai pas encore dit si le dé il est pipé ou non. Donc, il y a autant d'expériences qu'il y a de façons d'équilibrer le dé derrière. Donc ça, c'est la troisième partie de la création de l'espace, c'est mettre une loi de probabilité dessus.
Donc ça, c'est un espace probabilisable, et dans un espace probabilisable, on peut déjà donner une définition de choses que vous connaissez. Ce qu'on va appeler des événements, une famille d'événements disjoints ou incompatibles, c'est si quand j'en prends deux, l'intersection des deux fait l'ensemble vide. Typiquement, si vous avez un truc, vous regardez la météo en fonction de il neige, il fait du soleil ou il pleut, si on sait les trois possibilités, on va dire que les trois sont incompatibles. Même si je sais que c'est un peu compliqué quand il fait 0 degré. Donc, ça ne change pas, c'est la même définition que vous aviez jusque-là. Et du coup, la notion de probabilité ne va pas beaucoup changer. J'ai dit que c'était la même, oui, c'est la même à un micro-détail près. On appelle une probabilité sur l'attribut A ou sur la sigma algèbre A. C'est une fonction, en fait, une probabilité qui prend un événement et qui recrache une valeur qui est comprise entre 0 et 1, ça ne change pas. Il faut absolument que si je prends la probabilité de tout l'ensemble, ça fasse 1. Et ensuite, je veux ce qu'on appelle la propriété de sigma additivité. C'est pour ça que je parlais de probabilité sur les unions et pas sur les sommes. Si on prend une famille disjointe, c'est ce que je vous appelle les unions disjointes depuis le début de l'année, la probabilité d'une union d'événements doit être la série des probabilités. Et c'est là où les choses changent. L'année dernière, puisque vous avez des ensembles finis, vous ne pouviez faire qu'une union finie d'événements. Et donc ici, c'était une somme. Maintenant, ceci est une union infinie dénombrable, potentiellement. Et ici, ceci est une série. Cette série est forcément convergente, parce qu'avec cette propriété-là, quoi qu'il arrive, les unions ici font des choses qui sont incluses dans oméga, donc c'est une somme de nombres positifs plus petite que 1. Donc ce sont des séries forcément convergentes. Il n'y a aucun problème de convergence en probabilité infinie. Mais la seule chose qui change, c'est qu'on a le droit de faire cette probabilité d'union disjointe sur des unions dénombrables. Je vais être clair avec vous, si j'ai fait déjà tous les exos de proba qu'on pouvait faire, c'est parce qu'on ne le fera jamais. Ça ne sert à rien de faire des unions dénombrables, parce que par exemple, si je veux dire dans mon expérience du pile ou face, j'ai fait pour la première fois pile au millième rang, j'ai pas besoin de décrire une infinité de tirages. J'ai besoin de décrire les 999 premiers tirages, puis le millième, et j'ai fini ma description de l'événement. Donc en fait, on n'en fera jamais des unions ou des intersections infinies, enfin jamais. On va les décrire, mais on n'utilisera jamais cette formule quasiment, sauf pour des cas finis, donc sauf comme ce que vous avez vu l'année dernière. On arrive au premier résultat qui est nouveau, dont je n'ai absolument pas parlé en début d'année, et qui est lié à ça, et qui est lié aussi à ça. Il faut qu'on en parle. Qu'est-ce que ça crée comme, je vous ai déjà dit, réaliser un seul de ces tirages est techniquement infaisable en soi. Mais justement, ça me crée des événements que je veux mesurer si je me dis j'accepte de tout mesurer, qu'il faut savoir, dont on va vouloir connaître la probabilité. Quel est ce genre d'événement? Et ça, je l'avais mis complètement sur le tapis juste là, on n'en a jamais parlé. C'est si je vous parle dans cette expérience de pile ou face, cet événement-là. Ne jamais faire pile. Ou alors, je le dis autrement, ne faire que des faces. Il n'y a pas le choix. Si je veux voir cet événement-là, là, c'est pas comme j'ai fait mon premier pile au millième tirage, ne jamais faire pile, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse un tirage infini. Est-ce que vous savez faire un calcul ou un tirage infini? Non, vous ne pouvez pas le réaliser, vous ne pouvez pas le calculer. Donc on a besoin d'un outil qui va dire que ce tirage infini, je ne sais pas le faire, je ne sais pas le calculer, je vais le calculer par rapport à un tirage fini. Et je vais le voir comme une limite d'un tirage fini. C'est quoi ne jamais faire pile? C'est faire que des faces pendant n tirages, n tendant vers plus l'infini. C'est un peu ça l'idée. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de la limite monotone en probabilité. Alors, c'est ce que je vais vous expliquer ici. Mais donc, alors il y a deux versions. Il y a le théorème monotone qui est le cas simple, entre guillemets, et qui est le cas où on peut faire la preuve. En fait, la preuve se fait très facilement, et après la généralisation, c'est un peu bête. L'idée, elle est très très bête. Il y a deux cas où faire la limite de la proba de mon événement, elle est évidente. Si je vous donne un événement A1 qui est là,
si je vous donne l'événement A2 qui est autour, si je vous demande l'événement A3 qui est autour, et si je continue. C'est-à-dire que je crée ce qu'on appelle, au sens de l'inclusion, une suite d'événements croissantes. C'est-à-dire que chaque AI est inclus dans AI plus 1. C'est ce qu'on appelle une suite croissante d'événements au sens de l'inclusion. Si je veux faire la probabilité de l'union des AN, donc l'union pour n appartenant à grand N des AN. J'exagère, mais j'ai envie de dire, ceci c'est clairement la limite, je vais mettre qu'en grand N tend vers plus l'infini, de l'union pour n égale 0 à grand N à petit n. Alors l'union infinie des AN, c'est je prends l'union de tous mes éléments et je vais jusqu'à l'infini. Bah, si l'union elle est croissante, c'est quoi ce truc-là? Je vais mettre quand même entre guillemets, parce que vous l'écrivez proprement, mais ce truc-là, c'est juste à grand N, c'est le dernier que j'ai regardé en fait. Parce que si l'union est croissante, bah, c'est le dernier en fait dans l'union. Du coup, quand une suite d'événements est croissante, c'est quoi la probabilité de l'union des AN? C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de la probabilité de AN. Alors, je vais vous en parler, alors, je ne sais plus, j'ai fait la preuve dans le cas croissant, donc je vais vous parler de la preuve tout de suite avant d'aller plus loin. J'ai fait la preuve dans une façon générale. Ouais. Alors, comment on a fait la preuve? Pour les unions croissantes, c'est ultra facile. Alors, comment on fait? C'est super facile de le voir comme ça, mais à l'heure actuelle, j'ai pas de propriété, j'ai rien de très utile en maths pour les probabilités. Donc, ce que je peux faire, c'est juste, je vais essayer de le redessiner là pour qu'on le voit un peu mieux. J'ai mon A1 qui est là, j'ai mon A2 qui est là, j'ai mon A3 qui est là. Et maintenant, cette union, quand je vais prendre une union même infinie de ces éléments, je peux toujours le voir comme, je vais créer une deuxième suite d'éléments, je vais dire B1 c'est A1. Donc B1 c'est la partie qui est là. Et je vais créer maintenant une partie B2. En fait, c'est la partie qui est là, B2. C'est-à-dire que c'est A2 privé de A1. Je ne vais même pas le priver de A1, je vais carrément le priver de... Non, si je vais le priver de A. Et ensuite, je vais recréer autour une partie B3 qui va être A3 privé de A2. Ça va être la partie qui est là. Et je vais en créer une autre, ainsi de suite, on est d'accord? Je crée une nouvelle suite, qu'est-ce que je fais là? Je crée ma suite BN. Ce que j'ai gagné en créant la suite des BN, c'est que je vais faire une union des BN et que maintenant cette union, elle est disjointe. Comme elle est disjointe, j'ai le droit d'appliquer ma probabilité de sigma additivité. Ça devient la somme de mes probabilités de BN, sauf que la probabilité de BN, c'est la probabilité de AN privé de AN-1. Donc c'est la probabilité de AN moins la probabilité de AN-1. Et ça, c'est une somme télescopique. Donc, par passage à la limite, je vous assure qu'à la fin, ça va faire la probabilité de AN. Donc c'est pour ça que je n'ai pas le droit de mettre vraiment limite sur les événements, mais en termes de probabilité, c'est complètement vrai. Donc c'est la seule preuve que je vous ai faite, parce que les autres cas sont similaires, mais donc quand on fait une union croissante, et ça paraît assez logique, hein, c'est pas très compliqué à comprendre, je pense, la proba d'une union infinie, c'est la limite de la probabilité du dernier événement. Du coup, si je fais une intersection d'événements décroissants, c'est-à-dire que si je veux faire une intersection et que je fais la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je pars de A1 qui est là, et qu'à l'intérieur je mets un A2 qui est là, et qu'à l'intérieur je mets un A3 qui est là, et que je fais une union infinie, comme ça, enfin une intersection infinie. De la même façon, la probabilité de l'intersection des BN, c'est la limite du dernier. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Du coup, comment on va faire dans le cas général? Parce que des suites d'événements, elles ne sont pas forcément croissantes ou décroissantes. C'est-à-dire qu'une suite d'événements, je pourrais avoir A1 qui est là, A2 qui mange un peu A1 comme ça, A3 qui est tout seul ici, A4 qui vient manger tout le monde un peu au milieu, et là maintenant faire l'union de tout ça, c'est dur de voir, d'arriver à faire une union croissante ou des parties disjointes ou ce genre de choses. Bon, on va pas faire très simple, enfin on va pas faire très fin plutôt, on va faire très simple, on va juste dire que ce que je vous ai écrit, mais en rajoutant le mot proba pour que ce soit des maths, je ne veux pas faire des limites d'ensemble, ça n'a pas de sens. Mais je peux aller dire que la probabilité de l'union des parties Cn pour une suite quelconque, quand je vais faire une union quelconque, en fait c'est la limite des probabilités des unions finies. C'est exactement ce qu'on veut faire de base. Et pareil pour la probabilité des intersections. Et là il n'y a aucun souci parce que oui, si j'écris ça et que je fais augmenter n, ceci maintenant devient une suite croissante d'événements.
C'est-à-dire que si j'en rajoute à chaque fois un nouveau, je ne peux pas perdre en taille, je ne peux que augmenter la taille de ma suite d'événements. Donc ceci, la suite des unions partielles, c'est une suite croissante d'événements. Donc du coup, je peux lui appliquer le théorème de la limite monotone à lui. C'est bête, mais c'est la seule chose que ça veut dire. Donc ça, c'est vraiment... Alors, c'est important ce théorème, c'est-à-dire qu'il faut connaître l'énoncé, et quand vous aurez ce genre de situation, il n'y a pas le choix. Pour calculer ce genre de proba, il faudra appliquer le théorème de la limite monotone, mais c'est la seule situation qu'il y a. Et même pour faire ce genre de calcul d'événements limites, c'est même pas la seule méthode qu'on aura. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relativement rare, c'est pour ça que je vous en avais pas parlé. C'est pas la première méthode à digérer en proba et c'est pas le truc qui va vous arriver. Au pire, dans tout un sujet, vous aurez une question qui utilisera le théorème de la limite monotone en proba. Pas plus. Parce que on va vouloir regarder un événement infini, bah, on va le regarder une fois, enfin, je sais pas comment dire. Enfin, puis même, c'est un événement très particulier, ça vous apprendra rien sur une loi de variable d'avoir regardé un événement en particulier, donc c'est pas quelque chose de très classique. Mais c'est vraiment le seul gros nouveau résultat dont vous n'avez jamais entendu parler dans ce chapitre. Voilà pour ça. Alors, on a plein de mots de vocabulaire à réapprendre et à modifier. Le problème, comme je vous l'ai dit encore une fois, avec mon P de oméga, c'est que je ne peux pas les réaliser, mes événements. Je ne peux pas tirer un nombre infini de pi. Je n'aurai pas le temps, ça va me prendre trop de temps. Je vais mourir avant d'avoir pu le faire, donc ça ne va pas être très pratique. Donc comme je ne peux pas réaliser mes événements, je ne peux pas dire que mon événement ne jamais faire pile quand je lance une pièce à clé ouverte, je ne peux pas dire que c'est impossible. C'est pas vrai, je ne l'ai pas vérifié. C'est pas impossible, je ne peux pas le vérifier. Je peux dire qu'il est presque impossible, ou négligeable, parce que je vais pouvoir montrer que sa probabilité fait 0. Mais en calculant sa probabilité, je vais faire un passage à la limite, donc de quelque chose que je ne peux pas atteindre, donc je ne peux pas dire que c'est impossible, je dois dire que c'est presque impossible ou négligeable. De même, un événement qui est de proba 1, avant vous disiez c'est sûr, ça va arriver, la Terre va continuer de tourner pour le reste de la journée, c'est sûr, ça va arriver, mais je ne peux pas le faire, je ne peux pas le réaliser, je ne peux pas le vérifier. Donc c'est un événement qu'on va appeler presque sûr. Bon, c'est juste du vocabulaire. Du coup, ça change aussi un petit mot de vocabulaire. Mais sincèrement, c'est pas très très grave. Et si vous mettez SCE, je vous dirai jamais rien. Mais je vais faire mon bon cours de maths et mon bon prof de maths ici. On va vouloir faire des formules des probabilités totales. On a déjà fait sur des familles infinies. Pour ça, il nous faut ce que vous appeliez l'année dernière un système complet d'événements. C'est quoi un système complet d'événements? Un système complet d'événements, votre définition de l'année dernière avec des familles finies, c'est je prends une famille qui est finie, chaque intersection des éléments 2 à 2, enfin mes événements sont disjoints les uns avec les autres, et il faut que la probabilité de l'union fasse 1. Donc l'année dernière, puisque c'était fini, la probabilité de votre union était égale à 1, ça veut dire que votre événement il était sûr. C'est ce qu'on appelait un système complet d'événements, il n'y a pas de problème. Ici, pour que l'union fasse 1, on a pu ne pas considérer tous les événements de la Terre, mais en enlever les événements négligeables, ou les événements presque impossibles. Il n'y a peut-être pas tous les événements là-dedans, en fait. On ne sait pas. Donc ce n'est pas un système complet d'événements, c'est un système quasi complet d'événements. Parce que maintenant, on a des unions infinies et c'est tout. Admettez système complet d'événements, ça me va très très bien. Mais je dois vous expliquer qu'en vrai, c'est pas un système complet, c'est un système quasi complet. Parce que je peux enlever de ce système des événements probables. Mais donc, ce qu'on appelle un système complet d'événements, c'est la même chose que l'année dernière. Il faut que tous les événements soient d'intersection vide, c'est-à-dire qu'ils soient disjoints 2 à 2, tous, et il faut que la probabilité de leur union fasse vous appelez aussi une partition de l'univers à l'époque du lycée, je pense. Voilà. Oui, avec les règles de calcul des probabilités de la sigma additivité, l'intersection et l'union dénombrable d'événements négligeables est négligeable. Enfin, si vous faites une somme de 0, une intersection de 0, ça fait 0. Rien de très compliqué là-dedans. Du coup, maintenant que j'ai dit, on a fini, entre guillemets, on a fini, on peut construire un triplet oméga AP. C'est quoi un espace probabilisé? C'est la donnée d'un univers, des possibles, donc les issues, la donnée
d'une collection d'événements, une tribu, une sigma algèbre. On ne va pas s'embêter à dire ce que c'est en détail, mais tiens, une nouvelle petite parenthèse, mais c'est tout le principe des statistiques en fait. Les statistiques, c'est pas juste faire des moyennes et des variances. Le principe des statistiques, c'est je n'observe pas tout, est-ce que je suis capable de retrouver ce qui s'est passé au début. Typiquement, est-ce que je suis capable de savoir plus sur mon dé que ce que je vois? Un peu compliqué, mais c'est ça l'idée. Et si je me donne derrière, en plus de ça, une fonction qui me dit en gros le poids des différentes choses, je peux réaliser une expérience de probabilité. Donc je peux me faire ça. Qu'est-ce qu'on va appeler une distribution de probabilité? Le support d'une distribution de probabilité, bah, c'est dire que si je me place sur un ensemble oméga au plus dénombrable, bah, je vais me donner une famille de nombres réels pour chacun des éléments de oméga. Ce nombre réel devant être un nombre entre 0 et 1, parce que je veux que cette somme me fasse de toutes mes probabilités fasse 1. C'est ça qui me définit une loi de probabilité. Et ce qu'on appelle le support de la distribution, c'est l'ensemble des éléments de oméga qui font que la probabilité ici est strictement positive. Voilà. Typiquement, si on admet encore une fois que ne jamais faire pile n'est pas possible avec une pièce qui n'est pas à 100% truquée, enfin, c'est-à-dire une pièce qui est, voilà, je vous assure qu'on fera le calcul de proba, mais si on admet que la probabilité de ne jamais faire pile, c'est 0, en gros, l'événement infini, pile, 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 ne fait pas partie du support de la variable qui compterait enfin, le rang d'apparition première face ou quoi que ce soit. Parce que c'est un événement qui est négligeable et qui n'a pas, et qui n'est pas de proba strictement positive. Et du coup, ce qu'on appelle la probabilité associée, ce qu'on a créé comme la fonction d'avant, bah, c'est juste quand on a A qui est dans P de oméga, c'est ce que je vous ai appelé en disant, on appelle ça parfois des atomes, pour calculer la probabilité d'un événement, on calcule la probabilité de tous les petits éléments qui sont dans A. Alors encore une fois, puisqu'on est avec des éléments dénombrables, c'est une série ici, et c'est une série convergente, parce que c'est la somme de nombres, donc on sait que la somme ne peut pas dépasser 1, et de nombres positifs. Oui. Si c'est pas dénombrable, c'est l'intégrale, non? Oui, c'est ça. En fait, voilà, quand on passe en continu, derrière, ce sont des intégrales, et c'est ce qu'on appelle des variables à densité, qui sont pas à votre programme. Mais oui, c'est exactement ça. Alors, ça mène à des petits exos. On peut les faire, les petits exos, même si ça doit aller vite, c'est pas quelque chose de capital et de parfait. Montrer que Pn qui est 1 sur n plus 1 pour n appartenant à une étoile définit une distribution de probabilité sur n étoiles. Alors c'est plutôt, j'aurais dû plutôt mettre ça. Pn qui vaut 1 sur nn plus 1 pour n appartenant à une étoile. C'est la suite des Pn en gros qui doit être une distribution de probabilité. Qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je dois vérifier pour dire que c'est une distribution de proba? Axel. On peut pas d'abord faire une proposition d'éléments simples pour casser la parité que. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de me dire ça, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Daouda? Alors, ça c'est la première chose qu'il faut que vous appreniez. Oui et non. Il y a deux choses à dire. On en a déjà parlé en début d'année quand j'ai fait des révisions, j'en suis sûr et certain. Je suis d'accord que le gros truc, c'est calculer la somme et montrer que la somme fait 1. Il y a un deuxième truc qu'il ne faut pas oublier de dire. Daouda? Ça posera pas de problème, ça, mais ça parce que si la somme fait 1 et qu'on a la deuxième propriété, c'est sûr et certain que les probas sont plus petites que 1. Quelle est la deuxième probabilité? Positif? Oui, il faut qu'ils soient tous positifs. Donc c'est un truc tout bête, mais je vous assure que dans les barèmes, quand vous devez vérifier quelque chose d'une proba, il y a un point pour dire tous mes éléments sont positifs et leur somme fait 1. Parce que le problème, c'est que vous pouvez avoir des éléments qui font une somme de 1, mais si tout n'est pas positif, ce n'est pas une loi de probabilité. Donc c'est très bête, mais pour tout n appartenant à n étoile, Pn est positif. On peut même mettre ici, on n'a pas besoin de s'embêter, strictement positif, hein, 1 sur n plus 1 c'est strictement positif. Donc entre guillemets, le support de la variable associée, c'est une variable sur n étoile. Et on va dire que la somme pour n égale 1 à plus l'infini des Pn. Alors, j'ai pas montré sa convergence, donc je fais mon bon prof, tant que j'ai pas montré la convergence, je peux quand même me lancer le calcul, mais je fais le calcul fini, et je passe à la limite derrière.
Donc ça va me faire la somme pour n égale 1 à grand N des 1 sur nn plus 1. Je suis d'accord avec toi, Axel, on va décomposer en éléments simples. Ça fait la somme pour n égale 1 à grand N des 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Je vous l'ai déjà dit, s'il y en a une à connaître par cœur ou à apprendre, qui doit aller vite, c'est celle-là. On ne vous la donnera pas, il n'y aura pas de questions intermédiaires. On s'attend à ce que vous y alliez en tac au tac sur celle-là. Ceci, c'est une somme télescopique. Donc du coup, ça fait tout simplement du... Alors, l'indice le plus bas, il est là, donc ça me fait du 1. L'indice le plus haut, il est ici, ça me fait du 1 moins 1 sur n plus 1. Et donc, par passage à la limite, je vais peut-être écrire en rouge, ce sera un peu plus visible à l'écran. Par passage à la limite, la somme pour n égale 1 à plus l'infini des Pn, ça fait 1. Donc Pn est une distribution de probabilité. On va revenir sur les mêmes notions un peu plus tard dans le chapitre quand on va parler de variables aléatoires. La loi d'une variable aléatoire, c'est une distribution de probabilité. Donc quand on vous demande de vérifier que ceci définit bien une loi de variable aléatoire, ce sont les mêmes deux points que vous devez vérifier. Vérifier la positivité et que la somme fait 1. On en a aussi déjà fait en début d'année. Allons-y, continuons. On arrive sur ce que je vous avais dit qu'on allait faire. On lance une pièce équilibrée infiniment, calculer la probabilité de ne jamais faire pile. Alors, j'en profite pour faire quelque chose qui va être dans tous vos exos de proba et qui, pour moi, est un truc qui complexifie énormément pour vous, les exos de proba, mais c'est comme ça que c'est fait. Pour moi, ils sont tous très mal écrits, mais c'est moi. C'est qu'on va vous cacher dans des mots de vocabulaire des informations essentielles de l'énoncé. Ici, en vous disant que la pièce est équilibrée, en fait, en vous disant ce mot équilibré, je vous ai donné la loi de probabilité sur ce qui se passe. La probabilité de faire pile, c'est 1,5, la probabilité de faire face, c'est 1,5. Parfois, alors c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on va vous donner des exos, on va vous dire, on lance une infinité de fois la même pièce, ok? Et dans vos calculs, vous allez faire une intersection. Comment on gère une intersection en proba? Si je vais faire la probabilité d'une intersection même finie d'événements. Égal? Toujours? C'est toujours un produit? Axel? Probabilité déposée. Alors, la vraie formule, c'est la formule des probas composés. Elle marchera tout le temps, la formule des probas composés. Et dans les probas composés, en fait, il y a des probas conditionnels qui arrivent. Et il y a un cas où les probas conditionnels sont extrêmement faciles à calculer. Si elles sont indépendantes. Ben oui. Et quand elles sont indépendantes, la probabilité d'une intersection, ça devient le premier probabilité. C'est pour ça que je vous dis que les exercices sont très mal faits pour moi. Nulle part, il est mis que les lancers de pièces sont indépendantes en vous disant « Ah bon, on lance la même pièce plein de fois ». Est-ce que le premier lancer dépend du deuxième lancer? Non, c'est implicite dans le texte, entre guillemets. On pourrait rajouter dans le texte, j'aimerais bien que dans les sujets, y rajouter, on considérera les lancers indépendants. C'est pas forcément écrit quand c'est entre guillemets évident. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des évidences de texte qui ne vous sont pas forcément dites, ou qui sont cachées avec des mots précis. C'est une des difficultés que j'aime pas dans les exos de programme et qu'il faut encaisser. Après, la pièce, elle s'use. Donc, si on l'annonce. Voilà, on pourrait mettre une phrase. Alors, si on met une phrase, je trouve pas ça assez précis de dire on n'utilisera pas l'usure de la pièce. Après, pour user du métal juste avec tes doigts, à mon avis, je pense que tu as usé tes doigts avant. Mais je suis d'accord. Non, mais voilà. Il y a des choses implicites qui ne seront pas dites dans les exercices, et c'est à vous de les trouver, et ça m'énerve, mais c'est comme ça. Donc allons-y, on a une pièce équilibrée infiniment, calculer la proba de ne jamais faire pile. Donc je vais appeler A mon événement. J'ai dit que je passais au rouge, ce serait plus lisible. Je vais appeler A mon événement ne jamais faire pile. Alors,
c'est aussi le deuxième truc qui vous gêne beaucoup à vous en proba, c'est que vous ne savez pas vous donner des notations. Comment je vais aller calculer la probabilité de l'événement A? C'est quoi l'événement ne jamais faire pile? Légué? Toujours faire face. Comment tu m'écris toujours faire face avec une notation événementielle correcte? En fait, d'abord, je crée avec un N, ou comment dire que des piles jusqu'à 7M, et puis je ferai les limites à l'infini. Alors ça c'est l'outil mathématique qu'on va utiliser. On va utiliser c'est un événement infini. C'est la seule situation où vous allez devoir vous servir de ça. On va utiliser le théorème de la limite monotone. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour faire le calcul, on va utiliser le théorème de la limite monotone. Mais la description de l'événement, c'est quelque chose de plus simple que ça. C'est juste dire, bah, c'est toujours faire toujours des faces, c'est ça que vous avez du mal à faire. C'est la compétence la plus dure pour moi à vous expliquer. Parce que, à part vous dire, ah oui, quand vous le lisez, vous dites, ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous l'avez en passif, mais vous ne l'avez pas en actif, vous ne savez pas l'écrire par vous-même. C'est donc, je veux faire pour n égale 1 jusqu'à plus l'infini, je veux réaliser l'événement Fn. On est bien d'accord, faire toujours face, c'est faire face au premier et face au deuxième et face au troisième, donc ce sont des intersections. Et je vais mettre où Fn, c'est faire face au nème tirage. Vous êtes d'accord avec moi? Et là maintenant c'est ça, on a une intersection infinie à gérer, une intersection infinie, on ne sait pas faire de façon brute, il n'y a pas de dans les définitions de proba, ça ne marche pas. Une union infinie, on saurait faire si elle était disjointe, si elle ne l'est pas, même là ici c'est une intersection infinie, on n'a pas le choix, on doit passer par notre théorème de la limite monotone. C'est la seule façon qu'on a de gérer ces choses infinies. Est-ce que c'est une suite croissante d'événements, mes FI? Est-ce que si j'ai fait face au deuxième tirage, j'ai forcément fait face au premier tirage? Aigué? Je veux dire, pour avoir l'inclusion, on devrait plutôt dire Fn est égal à avoir fait que des passes. Jusqu'au énième tirage. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, Aigué. Dans ce cas-là, tu me crées, et c'est un très bon réflexe que tu as, pas pour cet exo-là, mais pour beaucoup d'exos, ce sera un très bon réflexe. En faisant ça, tu me crées une suite d'événements croissantes. Pardon, non, c'est pas vrai. Décroissantes. C'est pas croissant. Non, c'est décroissante. Si tu as fait n plus 1, alors ça c'est un truc aussi sur lequel il ne faut pas se tromper. Ça, ouais. Je ne peux pas écrire là-bas parce que du coup, sinon c'est pas relevant. Non, c'est super, alors c'est super intéressant et c'est super bien de voir les choses comme ça. Il y a des exos où c'est vraiment utile de réfléchir comme ça. Là, le calcul est tellement simple qu'il n'y en a pas beaucoup besoin. Mais je vais le faire. Alors attention. Je vais l'écrire en texte. Si j'ai fait n plus 1 face, j'ai forcément fait une face. C'est ça qu'on a envie de dire, vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que vous êtes d'accord que la réciproque n'est pas vraie? Si j'ai fait une face, j'ai pas forcément fait n plus 1 face. Du coup, si j'essaye d'inclure, si je fais deux boules, et que vous réfléchissez, je vais vous faire les deux dessins et on va les barrer en fait. C'est plutôt ça. Ça, c'est un truc. Quand vous faites cette phrase-là, en général, vous comprenez bien la logique, mais quand vous faites des ensembles en maths, vous vous trompez. Ici, je vais mettre à la... Bah alors, ça marche plus. Oh bah là, je suis... Ici, je mets Fn et je mets autour, on est d'accord, mais c'est juste, s'il y en a un inclus dans l'autre ou l'autre inclus dans l'un, c'est pas séparé, c'est juste... Et si ici, je mets Fn plus 1, ici, je mets Fn. Quand vous dites, si j'ai fait ça, j'ai forcément fait n face, bah, déjà ici, c'est pas vrai. Non, attendez. Oui. Si je mets un point ici dans mes deux boules, ce serait un point où j'ai fait n plus 1 face, mais où je n'ai pas fait n face. C'est pas possible.
autre façon de le faire, si vous faites un point ici, ah oui, ici j'ai fait n faces, mais je n'ai pas fait n plus 1 face. Ah, c'est logique. Et si je suis là, oui, si j'ai fait n plus 1 face, j'ai forcément fait n faces. Oui. Alors, c'est pas avec les FN, excusez-moi, les FN c'était ceux au énième tirage, donc ça c'était plutôt pour. J'aurais dû les appeler les GN, la suite d'événements. Ah, mon deuxième faute fait mort. Faut que j'aille chercher mes vraies fautes, sinon on va pas s'en sortir, mais il me reste que 20 minutes. Ah, monsieur, je peux vous dépanner dans faute. Ah, si. Il est plus petit, mais... Ah, si ça te dérange pas. Non. J'aurais dit pour GN, faire face jusqu'au énième tirage, c'était l'idée, c'était ton idée, c'était ça ton idée, les gars, on est d'accord? Et du coup, excusez-moi, mais ce que je voulais vous faire montrer, c'était la même chose, mais avec des GN. Attention à ça. Votre logique événementielle est correcte et vous traduisez ça par des mauvaises maths. Donc attention. Et vous voyez, même moi, quand je l'ai dit à l'oral, je l'ai mal dit au tout début. Donc il faut être concentré sur... À chaque fois que vous faites une phrase comme ça et que vous avez votre logique qui est correcte dans votre tête, est-ce que c'est quelque chose de croissant ou est-ce que c'est quelque chose de décroissant que je suis en train de construire? Donc là, je suis d'accord qu'on pourrait créer aussi ça avec des suites décroissantes d'événements. Et donc gérer ça par le cas de la limite monotone décroissant. Ici, ça n'apporte rien parce que je vous assure que les deux calculs sont exactement de la même complexité. Parce qu'en fait, comment vous allez me calculer la probabilité de GN? Parce que si vous étiez en intersection décroissante, vous devrez juste faire la limite de ça. Pour faire la limite de ça, vous allez le réécrire comme l'intersection de n faces. Et vous allez calculer ça par indépendance. Donc ça n'apporte rien ici, mais dans certains exercices, savoir dire j'arrive pas à faire ma somme, ça marche pas, ou mon produit, notamment quand c'est pas indépendant, avec des événements comme ça, c'est compliqué, et passer par des événements inclus dans un sens ou dans l'autre, et faire le cas particulier de la théorème de la limite monotone, c'est utile. On fera un autre exo sur ça, où on le verra. Du coup, allons-y. Maintenant qu'on a compris ça, et maintenant que c'est une limite infinie qu'on ne peut pas faire, on appliquons le théorème de la limite monotone. Ceci devient quoi? Ça devient, si je ne précise pas que j'ai une suite croissante ou décroissante d'événements, ça devient juste la limite de la probabilité de l'intersection finie. Ça devient ça. Et maintenant, la question est, je suis revenu à des choses que vous saviez faire l'année dernière, j'ai une intersection finie de faces, je lance la même pièce, indéfiniment la même pièce, est-ce que vous pouvez me calculer cette proba-là avant de passer à la limite? Ah oui, c'est implicite, si je lance une fois la même pièce que je vous ai dit tout à l'heure, cette pièce on la suppose, enfin on suppose que on peut dire que les lancers sont indépendants, si les lancers sont indépendants, gérer une intersection, ça devient un produit. Donc ceci, ça devient la limite quand n tend vers plus l'infini, du produit pour n égale 1 à grand N de la probabilité de f petit n. Maintenant, j'ai dit tout le long que ma pièce était équilibrée, donc la probabilité de fn devient 1/2. Donc ceci, ça devient la limite, donc ceci ici, c'est par indépendance. Ici, c'est parce que ma pièce est équilibrée. Ça devient la limite quand n égale 1 à grand N des 1/2. Ce qui fait par calcul de produit la limite quand n tend vers plus l'infini des 1/2 à la puissance n. Bon. Et ça, on est tous d'accord que c'est la limite d'une suite géométrique et que ça fait 0. C'est ça notre théorème de la limite monotone. Voilà pour ce petit exercice. Alors, comme on fait des choses avec des familles infinies, je continue là un peu le cours, mais c'est une propriété dont on ne se servira, j'ai envie de dire quasiment jamais, je vois pas d'exemple simple où on s'en servira.
quand on prend la probabilité d'une union de probas, c'est toujours plus petit que la somme des probas. Pourquoi? Ben, c'est le dessin que j'avais fait tout à l'heure. Ça va marcher un petit peu, juste pour faire des... prendre l'autre pour faire des gros cercles. Ben, c'est très bête, mais quand vous faites une union, justement, je peux avoir des intersections dans mes cercles. Si j'ai des intersections dans mes cercles, quand je vais aller calculer le nombre de croix dans l'ensemble de tous ces trucs, je vais recompter certaines croix plusieurs fois. Du coup, en fait, la probabilité d'une union, c'est toujours plus petit que la somme des probabilités. Ou alors le cardinal d'une union, c'est toujours plus petit que la somme du nombre des cardinaux. La somme des cardinaux. Alors, c'est nul comme formule, clairement, je vais être clair. C'est ce qui généralise votre formule, ce que vous appelez, et ça le mot est à connaître, parce que si on vous le demande typiquement à l'oral, on va utiliser la formule du CRIP, c'est très rare qu'on en s'en servir. Mais cette formule-là que vous connaissez, la probabilité de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B, il en existe une pour tous les n appartenant à n. Il n'y a que celle-là pour moi qui est à connaître, mais normalement vous avez vu l'année dernière la formule du crible à n éléments. Elle est atroce. Il y a un moins 1 puissance n et des sommes horribles dedans. Vraiment déjà, si vous avez besoin de cette formule-là, c'est extrêmement rare. C'est que vous avez mal décrit votre événement et que vous avez raté l'idée que tu avais eu un peu tout à l'heure, Égé, de séparer en union disjointe ou ensuite croissante ou ensuite décroissante en gros. Si vous commencez à avoir besoin de ce genre de choses, c'est extrêmement rare. Mais donc, on sait le faire à n éléments, ça fait une formule horrible. À un nombre infini d'éléments, on ne sait pas faire. Ça fait juste ça, on peut juste dire ça. C'est beaucoup moins précis et beaucoup moins. Alors, je vais vous mettre ici des rappels. Alors, ce sont des faux rappels. Qu'est-ce que je veux dire par des faux rappels? Ce n'est pas des vrais rappels, vu qu'à l'année dernière, vous n'aviez pas vu ça dans les mêmes espaces. Mais en construisant les espaces de la même... Enfin, en admettant qu'on a construit les espaces infinis de la même façon, avec les mêmes lois de proba, avec la sigma additivité qui est la même, sauf qu'on est passé en dénombrable, avec les tribus qui respectent ce que vous avez fait pour P de oméga, mais c'est un nouveau truc, en fait, toute votre théorie des probas reste exactement la même qu'avant. C'est-à-dire que vous pouvez définir une probabilité conditionnelle, donc ce qu'on appelle la probabilité de A sachant B. Tiens, je vais plus le mettre que celle-là, c'est celle de A sachant B. Rajoutez peut-être en texte que celle-ci, probabilité conditionnelle, mais ici c'est A sachant B que j'ai écrit. Ça reste la même chose. Si P de B est strictement positif, ça s'écrit. Alors, les deux notations sont au programme, on peut vous utiliser les deux. Moi, je préfère l'écrire comme ça quand je l'écris en général. Alors, vous préférez comme ça, alors j'essaye de le faire comme ça pour vous. Mais moi, je préfère le dire comme ça parce que ça s'écrit P de A sachant B. Enfin, je vois le bar comme un sachant. Alors que là, vous me verrez souvent le dire souvent à l'envers. Je l'écris comme ça pour vous. Et du coup, je lis P de B sachant A quand je le lis. Je fais une erreur à la lecture qui est juste... je sais très bien ce que ça veut dire, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est juste à la lecture. C'est la probabilité de l'intersection de A inter B sur P de B. Il n'y a rien de nouveau ici. Vous avez ce qu'on appelle la formule de Bayes. Alors, juste, je vous le dis aussi, qui est la formule la plus... C'est très bête, hein, mais c'est la formule la plus importante et la plus intéressante des statistiques modernes. C'est un truc aussi bête de ça qui fait tout. Depuis qu'on a accès à l'outil informatique, à un outil informatique poussé, ce que dit cette formule, c'est que si on sait simuler quelque chose, par exemple simuler la météo de demain, si on sait simuler quelque chose et qu'on a des données, enfin en gros si on sait faire des simulations, on peut reproduire ce qui va se passer. Le principe de ce truc-là, c'est le principe de la formule de Bayes. C'est-à-dire que si j'ai des données et un modèle, je peux inverser le conditionnement et faire le calcul en sens inverse. Et c'est ce qui fait qu'on peut faire des maths sans faire de maths en bourrinant de l'informatique, en bourrinant des serveurs qui font des calculs. Et ils disent « Ah, j'ai trouvé la réponse, il va faire ça demain. » On a juste fait 1 million de trucs et on a dit « Ça ressemble quand même pas mal à la courbe qui est en train de se faire, ça. » Ah ouais, si ça ressemble pas mal, c'est que ça va être ça qui va se passer alors. C'est comme ça qu'on fait. Bon, la formule de Bayes qui est juste ce qu'on appelle la formule d'inversion du conditionnement. Pour moi, il n'y a pas à l'apprendre. Cette formule, c'est juste écrire ça. Pour moi, c'est la preuve qu'il faut connaître. Je ne l'ai même pas remise. Mais attention, puissante magie. Si j'inverse cette formule-là, c'est quoi la probabilité de l'intersection? D'un côté, si j'écris ce qui est là,
c'est P de B fois P sachant B de A. Mais puisque les lettres A et B sont parfaitement symétriques, je peux l'écrire comme P de A fois P de A sachant B. Du coup, si vous voulez, en gros, ce que dit la formule de Bayes, c'est cette égalité-là. Et ce qu'elle vous dit, c'est que si vous connaissez les probas et une probabilité conditionnelle, vous pouvez trouver la probabilité de l'autre proba conditionnelle. La formule de Bayes, elle sert à retourner des conditionnements. Typiquement, c'est souvent dans les exos un peu bêtes, justement si j'ai une stratégie pour prendre mon parapluie en fonction de s'il fait de la pluie, du soleil ou de la neige à la météo, et que je dis ah je prends mon parapluie ou pas, à la fin c'est si j'ai une stratégie comme ça, on fait le calcul dans l'autre sens, c'est-à-dire on dit j'ai mon parapluie, quelle est la probabilité que dehors il pleuve. On renverse le conditionnement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne change pas d'autre? C'est la formule que vous connaissez le moins en proba qu'il va falloir que vous appreniez. Votre formule des probabilités composées. Quand il n'y a pas indépendance, on n'a absolument pas le choix pour gérer une intersection et il n'y a pas de nouvelle formule des probas composées parce qu'on ne sait gérer que les intersections finies. Donc c'est la même chose qu'avant. C'est le produit des probabilités conditionnelles. Donc c'est la probabilité de 1 fois la probabilité de A2 sachant A1, puis la probabilité de A3 sachant A1 inter A2, puis la probabilité de A4 sachant A1 inter A2 inter A3, ce qu'on écrit avec cette formule horrible. Mais il n'y a pas le choix. J'aurais peut-être dû vous l'écrire, je me rends compte que je ne l'ai écrit qu'avec mes notations que j'aime bien. Si je vous l'écris avec vos notations, c'est ça la formule. C'est P de A1 fois P sachant A1 de A2 fois P sachant A1 inter A2 de A3 fois P sachant A1 inter AN-1 de AN. C'est ça avec vos notations. C'est la même que l'année dernière, hein. Rien n'a changé. On est en fini, on ne sait pas la faire en infini. Si on devait faire une intersection infinie et qu'il n'y aurait pas indépendance, on applique cette formule, puis on applique le théorème de la limite monotone. Alors on continue sur les choses qui ne vont pas changer. L'indépendance de deux événements. C'est la même chose, deux événements sont indépendants si et seulement si la probabilité de leur intersection c'est le produit des probabilités. J'efface la formule que j'ai écrite, désolé. Mais c'est celle que vous avez dans votre cours, vous retrouvez dans n'importe quel bouquin, je vais vous la réécrire vite fait. Alors c'est très marrant, je vous ai mis cet exercice-là parce qu'il est mis dans la colonne de droite. C'est juste qu'il est mis dans la colonne des droites du programme des choses qu'on doit voir. C'est-à-dire qu'on doit, je vais vous dire que si A et B sont indépendants, A et B bar sont indépendants. C'est pas du cours, c'est dans la colonne de droite, donc c'est des choses qu'on est censé voir. C'est-à-dire la fonction gamma elle est dans la colonne de droite. Ça c'est dans la colonne de droite. Alors on va le faire cet exo, mais c'est pas un exo très puissant et très intéressant et très captivant. Mais Les barres, c'est oui. exactement. Alors, hop, je passe un peu. C'est l'exo 16. J'ai A et B indépendants. Il faut que je montre que A et B bar sont indépendants. Montrons que. Comment je fais? Accélère? B bar, on sait que B bar c'est 1 moins B. Non, non, tu confonds. Alors, ça ne veut rien dire 1 moins B. Tu enlèves un nombre à un événement. Oui, après. Ryan? Donc P de B bar, ça va être 1 moins P de B. Oui. Et on va utiliser la formule d'événements indépendants, disons que P de A fois P de 1 inter B c'est égal à P de A fois P de B. Et que on va se placer le P de B bar, l'expression de P de B bar. Donc il y a un lien entre P de B bar et P de B. Et si on trouve que P de A inter B avec la formule, notre formule, c'est égal à P
Non, il manque une logique, il y a un truc qui manque ici. Il manque un truc qu'est-ce que tu as mal dit, Axel, mais qui est l'idée derrière, mais tu l'as juste mal dit. Comment vous m'écrivez que... Alors, ouais, non, il manque encore un truc. C'est tout bête, hein, mais il faut juste une idée. Il manque un truc. Si vous utilisez juste que P de B bar, c'est 1 moins P de B, vous allez tourner en rond. Et vous n'allez pas vous faire la preuve. Il faut une autre idée en plus, qui est liée à ça. On peut aussi faire P de A inter B égale à P de A fois P de B. Oui, ça c'est... On l'a. Oui, Okay. et on remplace P de B par 1 moins P de B bar. Ok, et comment tu vas revenir en intersection? Tu n'as pas l'indépendance, tu peux pas. C'est ce que tu dois prouver. Alors, l'idée qui vous manque, c'est que B bar et B, c'est pas juste 1 moins P de B, enfin, c'est pas juste un calcul de nombre, c'est aussi un calcul d'ensemble. C'est-à-dire que si je crée un événement, enfin si je crée un espace oméga, j'ai A quelque part, j'ai par exemple B ici, bah, B bar, c'est tout ce qui est autour. Du coup, je peux créer quelque chose qui est mesurable et que je peux faire, c'est-à-dire que par exemple, comment je peux calculer P de A, juste P de A tout seul, bah, je peux calculer P de A comme P de A inter B plus P de A inter B bar. Je peux décomposer mon événement en union disjointe. Donc je vais vous l'écrire moi, mais si par exemple je parle de P de A c'est P de A inter B union A inter B bar. Maintenant cette union elle est disjointe. Ça fait P de A inter B plus P de A inter B bar. Et là, qu'est-ce que j'ai gagné? Je vais pouvoir écrire mon P de A inter B bar quelque part et l'isoler. Ce qui vous manquait dans tous vos calculs, c'était vous ne m'écriviez jamais comment vous alliez générer sans B bar P de A inter B bar. Maintenant, ça, c'est donc équivalent à dire que P de A inter B bar, ça fait P de A moins P de A inter B. Maintenant, j'utilise mon indépendance. Ça fait P de A moins P de A, P de B. Je factorise. Ça fait P de A facteur de 1 moins P de B. Et donc, ça fait P de A, P de B bar. Bon, c'est vraiment un exercice bête. Je pense pas qu'il soit intéressant. Alors, je vous le dis juste, c'est le genre d'exercice bête qui peuvent être donnés si, à la fin d'un oral, je dis n'importe quoi, vous avez fini, il reste 2 minutes, on ne sait rien faire, alors l'exo numéro 1 que vous allez avoir, ça va vous donner une matrice symétrique. Alors je vais demander, est-ce que cette matrice est diagonalisable, juste pour voir si vous partez dans des calculs de polynômes caractéristiques alors qu'il ne reste que 2 minutes, ou si vous allez dire, oui, elle est symétrique réelle, donc diagonalisable, et on arrête l'exo. Ça peut être le genre de petite question bête quand vous demandez. En gros, on ne vous demande pas forcément de le résoudre, on va vous demander, bah déjà, est-ce que vous voyez, bah oui, P de B bar, c'est 1 moins P de B, oui, c'est une des idées, l'indépendance, ça veut dire ça, ok, vous avez la définition d'indépendance, il faut une troisième idée. La troisième idée, c'est B et B bar, ça fait, en gros, c'est ce qui est caché derrière, je n'ai pas utilisé le mot parce qu'on ne l'a pas encore vu. C'est un système complet d'événements. J'ai fait une FPT sans le dire. Enfin, c'est juste ça que j'ai fait. Et ça, c'est une info que vous avez dans B et B bar que vous n'avez pas utilisé. Bon, je voulais juste le faire absolument cet exo parce qu'il est mis dans la colonne de droite du programme, mais c'est pas quelque chose de capital. Alors, je vous ai mis tout ce qui était, avant tout ce qui était des rappels, c'est-à-dire il n'y a rien qui a changé. Je vous ai mis dans une deuxième partie ce que j'appelle des nouveaux résultats. Ce ne sont pas des nouveaux résultats, je vous assure qu'il n'y a rien de nouveau à part le théorème de la limite monotone dans ce chapitre. Et peut-être après, si l'existence des espérances et des variances, mais on en parlera après. Mais la formule des probabilités totales. Pourquoi j'ai mis un nouveau résultat? Parce que maintenant j'ai le droit de faire une formule des probabilités totales sur un ensemble infini dénombrable d'événements. Mais AI, si c'est un système complet d'événements et B un événement, la probabilité de B, c'est la somme pour I appartenant à I des probabilités de B inter I. De plus, si pour tout I appartenant à I, la probabilité de AI est différente de 0, on peut utiliser la formule avec les probabilités conditionnelles. Et je vais même vous la réécrire comme vous voulez bien la voir. Moi, je préfère l'écrire comme ça. Mais vous voyez comme la somme pour I appartenant à grand I des P de B sachant AI fois P de AI. C'est la même formule que celle qui est de l'autre côté.
Alors, oui, je me sers toujours de celle-là, et vous allez me dire, mais monsieur Lee, il n'arrête pas de se servir de celle-là, mais il ne dit jamais que P2AI il est non nul. Oui, je suis d'accord avec vous, je le dis jamais, parce que j'ai pas à le dire. Pourquoi? Parce que chaque fois que je vous la fais, j'utilise ça toujours avec la même chose. J'utilise quel système complet d'événements? Je le fais pour une variable aléatoire, et j'utilise des événements grand X égale petit x, pour petit x appartenant à grand X de oméga. C'est quoi la définition de grand X de oméga? C'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable aléatoire. Donc par définition, si c'est dans grand X de oméga, la probabilité de cet événement est forcément non nulle. C'est pas celle-là qui est nulle, c'est la probabilité conditionnelle après qui peut être nulle derrière. Donc c'est pour ça que je le vérifie jamais quand je le fais sur une variable aléatoire. Et on va voir que le bon vocabulaire des probas, 99% de vos exos vont s'écrire avec des variable aléatoire. C'est le bon vocabulaire pour faire des choses plus simples, parce que par exemple, tirer un roi de pique dans un jeu de cartes, c'est pas quelque chose sur lequel je peux mettre un nombre facilement en face. Si je dis, je vais dire n'importe quoi, je crée la variable aléatoire qui compte 1 si j'ai tiré un roi de pique, là on utilise des nombres, c'est plus facile pour nous de manipuler ces choses. Donc la formule des probabilités totales, c'est la même qu'avant. On applique cette formule à cette suite d'événements-là qui sont des événements disjoints. C'est juste ça qui se passe. C'est la même qu'avant, maintenant on a juste le droit de la faire sur un ensemble infini. Du coup, ça dans les exercices, souvent la formule de Bayes, on doit la mélanger avec une formule des probabilités totales. Dans les exos, c'est souvent 2 questions d'ailleurs. Mais si je veux mélanger la formule de Bayes et la formule des probabilités totales, ça fait cette formule-là. Je ne vous l'écrirai jamais telle quelle, moi je la ferai toujours en 2 temps. Je ferai d'un côté la FPT en me disant j'ai pas la proba qu'il me faut, et de l'autre côté j'appliquerai la formule de Bayes. C'est juste vraiment le mélange des 2 formules, il n'y a rien d'autre. Alors ce qui change aussi maintenant, et là c'est un tout petit peu plus compliqué j'avoue, je vous ai pas soulevé les choses, enfin un petit peu plus compliqué, il faut juste qu'on en ait parlé, ça va être quoi? L'indépendance d'une famille d'événements, d'une famille infinie notamment d'événements. Alors l'indépendance d'une famille infinie d'événements, infinie dénombrable d'événements, c'est si quand je prends toute sous-famille finie, donc je prends n éléments I1 jusqu'à, ça devrait être un I indice n, c'est pas un I virgule n qu'il devrait y avoir ici, c'est un I indice n, l'indice est mal passé, excusez-moi. C'est un A indice I1 jusqu'à A indice IN, si je prends des indices I1, IN dans ma famille, quelconque, je veux que la probabilité de l'intersection de ces événements, ce soit le produit. C'est-à-dire que je veux que toute sous-famille finie soit indépendante. C'est quelque chose que vous n'aviez pas l'année dernière. Vous aviez l'indépendance d'une famille finie, qui était la même définition, mais sans rajouter la sous-couche sous-famille finie. J'en profite pour faire... Oui, alors ça c'est la définition générale. Comme nous, vraiment, tous nos exos vont être indicés dans grand N, on fera un exo indicé dans grand Z, pour faire un truc un peu plus compliqué. Mais sinon, je vous assure que tous les exos sont indicés dans grand N. Quand on doit voir, on ne va pas tirer des indices au hasard et faire ça de façon générale. Il suffira de le montrer en prenant la famille 1 jusqu'à N, 1 jusqu'à N plus 1, 1 jusqu'à N plus 2, c'est-à-dire on va prendre un indice grand N et on va faire la famille croissante, entre guillemets. S'il y a grand N fixé pour quel que soit N, la famille est indépendante, alors la famille sera indépendante dans son ensemble. Oui. Et vu que Q est dénombrable, est-ce qu'on aurait des probabilités dans Q? Oui, complètement. Mais on peut. C'est juste que les exos seraient très lourds à calculer. En fait, tu vas manipuler quoi? Une double somme. Une somme avec un indice dans Z et un indice dans N étoiles. Donc tu reviens en famille sommable. Enfin, et comment tu vas revenir? Tu vas faire des calculs pour des séries. C'est ce qu'on va faire quand on va faire l'exo sur Z, hein, mais ça va être la même chose. En fait, c'est pas plus compliqué, c'est juste plus technique à manipuler. Enfin, il n'y a pas de concept supplémentaire. Je vous le rappelle, je l'ai mis en attention en dessous, mais l'indépendance 2 à 2 n'implique pas l'indépendance de la famille. Alors j'ai un exemple simple, c'est un exemple que je donnais en première année, mais qui est très bête, on va pas le faire, c'est juste ça vous permet de comprendre les choses. Si je prends 3 événements, j'ai 2 dés, un dé blanc, un dé noir, le dé blanc donne un résultat pair, le dé noir donne un résultat impair, et les 2 dés sont de même parité, bah, clairement, le résultat du dé blanc ne dépend pas du résultat du dé noir, donc ces 2 événements sont clairement indépendants. Je vous assure que si vous faites le calcul, le fait que le dé blanc est pair et le fait que les 2 dés soient de même parité, ça ne change rien. Parce qu'en fait, les 2 dés,
Ça pose pas de difficulté, donc ces deux-là sont indépendants entre eux, ces deux-là sont indépendants entre eux. Par contre, clairement, les trois événements ensemble ne sont pas indépendants entre eux. Et j'insiste là-dessus, c'est ce que je vous ai dit en début d'année que vous avez du mal en proba. Est-ce qu'on peut avoir en même temps un dé blanc qui est pair, un dé noir qui est impair, et en même temps les deux dés qui ont la même parité? Non, c'est impossible. Et donc, dès que c'est impossible, c'est forcément dépendant. Parce que le produit de l'intersection fait 0. Et que le produit des trois probas séparés ne fait pas 0. Donc le produit de l'intersection ne peut pas faire le produit des probas. Donc la formule de l'indépendance ne marche pas. Ce que je vous ai mis en dessous. Dès qu'on a une intersection qui est vide, les événements ne peuvent pas être indépendants. C'est comme ça qu'on vérifie que des choses ne sont pas indépendantes. On en a déjà parlé. Alors je vois juste où on en est, parce que je pense que j'ai fini le paragraphe quasiment. J'arrive juste là s'il n'y a plus rien. Alors il y a un exo qu'on fera, il y a des exos qu'on fera, mais c'est bien ça. Avec ça, vous savez tout ce qu'il y a à savoir en proba sans variable aléatoire. Alors, je vous l'ai dit, le gros cœur des probas, à 99%, ce sont les variables aléatoires. Mais on a fait tout le cours de proba sans variable aléatoire. Il n'y a pas besoin de grand chose, hein. La formule du CRIP c'est horrible, ça tombe jamais. FPT, FPC, et savoir gérer en cas d'indépendance et l'union disjointe. C'est pour ça que je répète que les probas, c'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas grand chose à part ça. Nouveau truc, mais ce sera très très rare, une question de temps en temps. Le théorème de la limite monotone, mais qui n'est même pas lui-même très compliqué. Pour faire l'union ou l'intersection infinie, on fait la limite des unions et des intersections finies. Et les sigma algèbres. La sigma algèbre, c'est pour la sigma anti et c'est la somme des unions disjointes Oui, bien sûr. qu'on avait avant et qui ne sont pas changées. Mais je suis d'accord. On arrête là. Je sais pas ce que ça va rendre, hein, cette histoire. Je pense qu'on voit pas grand chose. Hein.